Shalom à tous, on se retrouve ce soir avec Midreshet Yehuda et Georges Spira pour un cours sur Samuel Palache, un juif pirate et diplomate. Nahon. Nahon, tout à fait. Alors yalla, Batzlacha et très bon cours à tous. Merci beaucoup, à tout à l'heure, vers 8h30. Bien, bonsoir à tout le monde. Un petit carnet de famille ce soir, alors ça c'est toujours sympathique. D'abord, je vais vous annoncer la bar mitzvah d'un petit-fils de nos amis Simon et Corinne Hennel. Et on leur dit tout de suite Mazel Tov, parce que ça, c'est des bonnes nouvelles. Et puis, hier soir, il y a eu le mariage d'un petit-fils de Kim et Michel Schleider. Alors là aussi, encore une fois, Mazel Tov, ce sont des bonnes nouvelles et j'espère qu'on en aura beaucoup d'autres la prochaine fois. Voilà. Alors maintenant, on se met au travail. On a beaucoup de boulot ce soir, mais c'est une histoire assez amusante. D'abord, un petit résumé quand même. Nous avons vu la dernière fois que, en raison de la concurrence que faisaient les conversos aux chrétiens authentiques, si vous voulez, on a cherché une réponse, et la réponse a été l'Inquisition. Une réponse à la jalousie, un moyen d'éliminer des concurrents extrêmement talentueux. Alors, comment qu'on fait ça? Eh bien, à partir de 1525, on se situe dans l'histoire. En 1492, Christophe Colomb, et là, on est dans le courant du XVIe siècle, du XVIe siècle, oui. Donc, comment on fait ça? Eh bien, dorénavant, ne peuvent aller dans le Nouveau Monde que de vieux chrétiens certifiés. Donc, interdit aux conversos de partir dans le Nouveau Monde. Nous avions vu qu'ils vont trouver toutes sortes de combines, parce qu'on ne demande pas de certificat de pureté du sang pour les domestiques ou pour les marins, que comme ça, ils partiront vers le Nouveau Monde. Tout ça, nous l'avons vu, je ne m'étends pas dessus. Maintenant, on va parler un peu de Charles Quint. Je vous résume Charles Quint. Alors, il est très croyant, évidemment. Il défend l'Inquisition, mais les intérêts sont les intérêts quand même. Et il fera appel aux conversos, notamment pour coloniser la Jamaïque. Et nous aurons en 1534 30 familles de Portugais. Je vous rappelle que les Portugais, ce sont les mousses qui étaient sur le bateau de Christophe Colomb en 1492. Entre-temps, ils ont grandi, ils se sont installés à Saint-Domingue, et voilà que maintenant on les autorise à revenir en Jamaïque. Et en Jamaïque, ils vont se développer, évidemment. Donc, nous avons 30 familles qui viennent en Jamaïque, plus 20 qui étaient sur place, 50 familles conversos qui habitent en Jamaïque, qui pratiquent le christianisme, hein, n'oublions pas. Jamais ils ne se dévoileront. Ils pratiqueront le judaïsme en cachette en permanence. Alors, notre brave Charles Quint, pas si brave que ça, il a beaucoup de problèmes. Il a notamment des problèmes avec l'Empire ottoman. Il va me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec la Jamaïque? Mais ça n'a rien à voir et ça a tout à voir, parce que Charles Quint, c'est un empire. Il est le patron de l'Allemagne, de l'Espagne, du Nouveau Monde, de la Hongrie, de la Bohème-Moravie. Et donc, tout se mêle et il est universel. Et donc, l'histoire de nos Juifs, elle va le suivre aussi. Nous allons terminer ce soir avec Charles Quint et on reparlera de lui, mais pas dans les médias, dans pas mal de temps, dans ses rapports, dans un autre cadre que les pirates juifs de la Jamaïque, des Caraïbes. C'est l'histoire de Rabbi Yosselman de Rosheim. Ça se passe dans la vallée du Rhin, mais ça se passe aussi en Espagne et en Allemagne. Et Rabbi Yosselman de Rosheim sera en permanence en contact avec Charles Quint, mais c'est une autre histoire dont je ne vous parlerai pas ce soir. Donc voilà, Charles Quint a des problèmes avec les musulmans de l'Empire ottoman, avec un certain Barberousse qui tient les mers, qui est rejoint dans sa campagne contre Charles Quint par les Maures qui ont été expulsés d'Espagne, 1494. Donc voilà, ce sont aussi des gens qui en veulent à l'Espagne. Et d'un autre côté, ça c'est en mer et sur terre, Soliman, qui est le patron de Barberousse, occupe la Perse et la Hongrie. Les corsaires musulmans s'associent avec les marchands juifs qui financent des opérations et qui financent les razzias en mer Méditerranée. En 1534 aussi, là, un coup assez curieux que fait le pape Clément VII,
qui pardonne les fautes commises par les conversos qui sont protégés par le sultan turc. Ça, c'est intéressant. En fait, c'est une décision diplomatique, parce que les Ottomans sont menaçants. Et bon, les conversos, on leur pardonne leurs fautes. Et du coup, les Juifs se dévoilent, développent Constantinople et Salonique, qui très rapidement deviendront les deux principaux ports commerciaux de la Méditerranée. La mer est juive. On ne parle pas de la mama juive, hein. La mer Méditerranée est juive. Elle est tenue. Alors on continue. En 1534, les Ottomans conquièrent Tunis. Qui c'est qui conquiert Tunis? Alors là, un nouveau personnage dont je n'ai pas encore parlé, un pirate juif qui s'appelle Sinan. Sinan le pirate. Et les galions espagnols sont coulés et Tunis est prise notamment par la goulette. Barberousse et Sinan travaillent de concert. Il y a une parfaite entente entre eux, puisque Barberousse s'occupe plutôt de la construction des bateaux et Sinan, il navigue sur les mers. Les galions espagnols ne peuvent plus passer en Méditerranée. C'est donc un coup très dur au commerce et à la liberté de mouvement. Alors, l'Espagne veut négocier, on envoie un ambassadeur chez Barberousse, avec consigne à l'ambassadeur, si Barberousse refuse de négocier, tu le tues, sauf que Barberousse, il prend les devants. Il dit à l'ambassadeur, il n'y a rien à négocier, il lui coupe la tête. Terminé, réglé, le problème est résolu. C'est rapide, c'est expéditif, ça marche très bien. Voilà. Alors, pas très content quand même, Charles Quint, en 1536, il reprend les armes et il va attaquer Tunis. Pour lui, c'est une véritable croisade. Et il va faire le siège, bombarder les murs de la Goulette pendant 24 jours. Finalement, il finira par prendre Tunis. Et là, il se passe un phénomène intéressant, je vous l'avais relevé, c'est que Barberousse, fou furieux, décide de massacrer les 20 000 chrétiens esclaves ou prisonniers de Tunis. Et Sinan a une réaction de juif. Il dit non, non, on va passer pour des bêtes féroces dans le monde, c'est pas quelque chose à faire, laisse-les tranquilles, et ils partent. Sinan et Barberousse s'enfuient dans le désert avec 4000 cavaliers, et donc Charles Quint rentre dans Tunis. Alors lui, il est un petit peu moins, et comme les musulmans, il est moins doux, et il massacre gaillardement les musulmans de la ville, et aussi les juifs, évidemment. Bien. Alors, il a repris Tunis, il a achevé sa croisade, et en 1538, il se passe quelque chose au Portugal. Qu'est-ce que ça peut faire le Portugal? Qu'est-ce que ça a à voir avec la Jamaïque? Oui, ça a beaucoup à voir. 1538, l'Inquisition sous pression de l'Espagne est introduite au Portugal. Et en 1540 a lieu le premier auto da fé au Portugal, donc une exécution. Alors pourquoi? Parce qu'au Portugal, il y a beaucoup de conversos. Et figurez-vous qu'ils représentent 10% des fonctionnaires de haut rang du Portugal. Ils ne sont pas devenus bêtes parce qu'ils sont devenus chrétiens, ils sont restés intelligents, cultivés, et comme en Espagne auparavant, ils montent dans l'échelle sociale et ils occupent les places. Et du coup, il y a des jalousies, le moyen de s'en débarrasser, c'est toujours le même, on fait venir l'Inquisition. Mais Charles Quint, qui défend l'Inquisition, est très tolérant un petit peu, envers les conversos du Nouveau Monde. Et ça l'amènera à demander au magistrat d'Anvers, qui est un port de départ vers le Nouveau Monde, de fermer un peu les yeux sur les conversos, de laisser faire un petit peu, et de leur donner un droit de résidence à Anvers. Ça, c'est une première partie de ce que nous avons vu. Une deuxième partie de ce que nous avons vu, c'est la résistance en Jamaïque. Alors, Madame Maria de Toledo, qui est la veuve de Diego Colón. Diego Colón est le fils de Christophe Colomb. Il a épousé une femme, il est décédé, et sa femme, Maria de Toledo, refuse l'arrivée de l'abbé Amador de Samano, qui devait s'installer sur l'île. Alors pourquoi? C'est une histoire juridique, il n'a pas attendu
d'avoir l'assentiment du pape, et donc elle est en droit de refuser qu'il débarque. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas une île très intéressante, semblerait-il, pour Charles Quint, pas très riche, donc ça doit être que finalement un port d'escale. Alors, elle veut transmettre la propriété à son fils, le roi ne veut pas, or il y a un contrat, comme quoi l'île demeure propriété de la couronne d'Espagne, mais délégation à la famille Colombe de père en fils. Donc, Maria de Toledo menace le roi d'un procès, ça, quand même, c'est ennuyeux, il lâche prise et il reconnaît son autorité. Mais en plus, elle exige d'avoir autorité sur l'Église, ce qui fera que la Jamaïque sera la seule zone de l'Empire espagnol où l'Inquisition ne mettra jamais les pieds. Ça, c'est très important. C'est très important et nous verrons en quoi ça jouera par la suite. Alors, en plus, ils reçoivent un titre de marquis, marquis de la Vega. Donc, voilà, Christophe Colomb, en tout cas ses descendants, qui sont marquis de la Vega. Et puis, ce qu'on sait de ces conversos portugais, entre guillemets, ou espagnols, qui sont en Jamaïque, pas grand-chose de leur vie juive, sauf deux choses. D'une part, ils fêtent Purim, parce que Purim, c'est une fête de libération nationale, donc ça correspond très exactement avec leur vécu à eux. Et puis, autre chose qui est très intéressant, ils ont pris sur eux de jeûner 2 jours par semaine pour se faire pardonner leur conversion forcée au christianisme. Et ça, ils le pratiquent, et ils le pratiqueront très, très longtemps. Voilà. C'est à peu près ce qu'on sait de leur vie juive pour le moment. Bien. Alors, ces conversos, nos 50 familles en Jamaïque, ils se développent, et puis ils vont rentrer en conflit avec les Hidalgo, ces petits nobles de fraîche extraction, qui sont surtout des grands flemmards et des grands buveurs de pinte, au lieu de travailler, qui ne réussissent pas. Donc, évidemment, ils sont jaloux et on va vouloir se débarrasser des Juifs en essayant de faire venir l'Inquisition. Comme je vous l'ai dit, ça ne va pas marcher. Alors, on retourne en Méditerranée et on va parler 2 mots de Sinan, notre fameux pirate juif. C'est l'ennemi juré de Charles Quint. Ils s'en veulent à mort tous les deux et en 1538, il met la flotte espagnole en pièces en Méditerranée lors d'une bataille qui est assez célèbre. Plus de flotte espagnole en Méditerranée. Alors Charles Quint va se venger. Alors, comment il va se venger? Il va se venger contre les conversos d'Anvers. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il a demandé aux magistrats d'Anvers de fermer les yeux sur les conversos, de les laisser venir. Terminé. Ils ne peuvent plus venir. Et ils ne peuvent même pas rester. Donc, il va s'en prendre aux conversos d'Anvers qui vont partir pour Amsterdam. Nous sommes en 1538. Retenez la date. Milieu du XVIe siècle, pour faire simple, ce sera la naissance de la communauté d'Amsterdam. Et ils vont se réfugier à Amsterdam. On en reste là pour le moment, on y reviendra plus tard. Alors là-dessus, Charles Quint, qui a très bien réussi à Tunis, va attaquer Alger avec une énorme armada qui va se fracasser à cause d'une tempête contre les rochers et il va rentrer tout penaud en Espagne en n'ayant pas pris Alger. Mais les Juifs d'Alger, qui ont entendu ce qui s'était passé à Tunis quand le roi d'Espagne est arrivé, ils vont décréter une fête de 3 jours pour avoir échappé au massacre à Alger, puisque Charles Quint n'a pas pu débarquer. Voilà, on arrive à la fin de l'histoire. Barberousse a récupéré le fils de Sinan. Alors, Sinan, il avait un petit garçon qui, à l'âge de 5 ans, a été kidnappé par des chrétiens, élevé comme chrétien, c'est devenu le mignon d'un duc, le duc de Mende, et finalement, Barberousse réussit à récupérer ce jeune homme et le ramener à son père. Ça, c'était une petite histoire dans la grande histoire. Sinan, notre pirate, est nommé Captain Pacha, titre très honorifique, capitaine Pacha. Captain Pacha, il prend Tripoli, et là aussi, lors de la prise de Tripoli, il fait défiler les chevaliers de Malte dans une tenue très, très humiliante devant le sultan, mais après, il leur donne leur liberté, il les renvoie, il les laisse libres et non captifs.
c'est sa mansuétude. C'est comme ça qu'il va rester d'ailleurs dans l'histoire. Sa dernière expédition aura lieu en 1553 et sa gloire, même que c'est un pirate, lui survit justement en raison de cette fameuse réputation d'humanité qu'il avait, de ne pas massacrer ses prisonniers ou de gagner une guerre et s'arrêter là et ne pas aller plus loin. Il meurt en 1558, la même année d'ailleurs, où Charles V a abdiqué Charles Quint en 1556 au bénéfice de son fils, Philippe II, et Charles Quint meurt lui également en 1558. Voilà, nous en étions là. Et je voudrais reprendre, excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon truc en route là. Voilà. On va faire un bilan de l'histoire de Charles Quint. Pas parce que c'est ce qui nous intéresse, mais parce qu'on va déboucher sur quelque chose tout de suite, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé, ce brave monsieur? Trop ambitieux, trop dépensier, un empire immense. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'avion, difficile à gérer et des ennemis extrêmement puissants. Autre chose, il a compté, et l'Espagne comptait sur l'or des Amériques, l'or qu'on pouvait produire dans le Nouveau Monde ou voler aux Indiens. Résultat, l'Espagne veut tout acheter et ne produit plus rien. Résultat, les prix doublent au grand bénéfice des autres nations européennes qui vendent à l'Espagne tout ce qu'elle veut parce qu'elle a de l'or pour payer. Donc, une très mauvaise gestion économique du pays. Voilà. Alors, il y a d'autres problèmes encore. Les protestants se développent en Europe à ce moment-là, et notamment en Hollande, et ils se répandent à travers tout le continent comme la peste. Et ça, pour Charles Quint, c'est un très gros problème. Ensuite, il a nommé un vassal à Tunis. Bon, il a pris Tunis, il a conquis, très bien. Il nomme un gouverneur qui va gérer Tunis. Ce gouverneur va être détrôné par son propre fils, qui lui s'est allié avec les Turcs, avec les Ottomans, contre le roi d'Espagne. C'est un peu compliqué, hein. Et finalement, le représentant de l'Espagne à Tunis se convertit à l'islam. Ça, c'est aussi une claque terrible pour Charles Quint. Comment répondre à tout ça? C'est très, très compliqué. Alors, évidemment, il a une rancœur terrible contre ses ennemis qui se montrent tolérants à l'égard des hérétiques. Les hérétiques, ce sont et les morts et les juifs, et donc essentiellement l'Empire ottoman, mais pas que, nous verrons, il y a aussi la Hollande. La Hollande, on va en parler tout à l'heure. La Hollande, qui majoritairement est protestante maintenant. Et donc là, on va avoir un gros problème. Nous allons voir ça. Alors, au XVIe siècle, il y a beaucoup de marins espagnols, donc des conversos qui sont restés en Espagne, qui vont commencer à émigrer, soit d'Espagne, en passant par le Portugal, soit du Portugal directement, et ils migrent vers le nord de l'Europe. Alors, ils migrent d'abord vers Bayonne et Bordeaux, le sud-ouest de la France, et vous savez que Bordeaux était une grande capitale des conversos. Il y a des familles très célèbres de Bordeaux, qui d'ailleurs, petite parenthèse, feront une guerre acharnée contre les Juifs alsaciens quand ils voudront venir s'installer à Paris lors de l'émancipation des Juifs. Ils diront ah oui, émanciper les Juifs, et ça c'est pour nous, pas pour ces gens qui viennent de là-bas. Voilà. Mais c'est une autre histoire. Voilà, c'est juste une parenthèse. Alors, les magistrats de Bayonne, de Bordeaux, font semblant de ne pas voir l'hérésie des nouveaux chrétiens, de ces conversos qui judaïsent en cachette, clairement. Et on ferme les yeux parce qu'évidemment, il y a du business à la clé, et on laisse faire. Henri II et Henri III accordent aux marchands portugais, dits portugais, comme ceux de Jamaïque, des lettres patentes de protection, donc c'est clair, il sait parfaitement de quoi il s'agit, mais il laisse faire, lettres patentes de protection. La seule condition, évidemment, c'est qu'il judaïse en cachette et pas officiellement. À côté de ça, 50 000 Juifs d'Espagne vont s'installer à Istanbul, Constantinople à l'époque, en Turquie en général. Et ils vont partir là-bas en 1492. Ça, ce n'est pas des conversos.
Ce sont des Juifs qui sont restés Juifs, qui vont arriver jusqu'en Turquie, les poches vides, mais avec un formidable savoir-faire. Ces gens savent, on leur a tout pris. Mais ce que vous avez dans la tête, on ne peut pas vous le prendre. Et donc, ils partent avec leur savoir-faire et leur connaissance. Et ce qui nous donne en 1551, un Espagnol qui est de passage à Istanbul et qui, je le cite, maudit ces Juifs, je suis outré de les voir enseigner à l'ennemi l'art de la guerre et les secrets de fabrication des arquebuses, des pistolets à poudre, des canons et des pare-feux. Et je ne vous cite pas tous, c'est un texte assez long, il dira à la fin « Quelle ingratitude de ces Juifs à l'égard de leur mère patrie ». Ça lui va bien, alors qu'on a été fichu à la porte. Donc voilà, 1551. Alors, aux Caraïbes, on navigue, hein. On est sur mer, alors on va naviguer de l'autre côté. Aux Caraïbes, comme en Méditerranée d'ailleurs, dans les deux, c'est les séfarades. Alors pour le coup, on parle des Espagnols, des Juifs espagnols, les séfarades, les vrais, les authentiques, ont dominé le commerce et contrôlent un flot de richesses. Alors comment ça se fait? Eh bien, on va voir ça tout de suite. La découverte des Amériques, vous savez que là, beaucoup de gens ont accompagné Christophe Colomb, la découverte de nouvelles routes marchandes vers l'Orient vont en fait placer ces Juifs au centre d'un réseau commercial mondial. Pourquoi? Parce qu'on trouve des Juifs en Orient, on en trouve au Maghreb, on en trouve en Amérique, on en trouve à Amsterdam. Ils maillent le monde et de préférence vont se faire confiance entre eux pour les affaires. Et donc, les Juifs vont tenir ce nouveau mode de commerce qui explose pendant assez longtemps. Alors, ça va tellement exploser que jusqu'à présent, les routes du commerce, c'était des routes caravanières. On traversait toute l'Arabie pour arriver, c'est l'histoire de Pétra et des Nabatéens, qui étaient des marchands à dos de chameau, jusqu'à Yafo. On faisait des routes caravanières. Et voilà que là, on développe de véritables autoroutes maritimes, puisque tout est lié, tout se tient. Je vous avais parlé de la présence en Inde aussi, portugaise, là. Donc, tout se lie et on a des autoroutes maritimes qui se développent et qui vont évidemment favoriser le commerce. Commerce des épices au départ, qui sera remplacé par plein d'autres choses. À la Jamaïque, notre Madame Donna Maria, la belle-fille de Christophe Colomb, elle décède en 1549. Bien, alors, toute sa vie, elle a travaillé main dans la main avec les conversos de Jamaïque et non pas avec les Hidalgo, mais pour cause, vous le savez, on est à peu près certain que Christophe Colomb était un juif converti, clairement. Son père déjà. Probablement 1391, lors des premiers pogroms d'Espagne, son père est parti à Gênes. Je ne reviens pas là-dessus. Elle décède, elle aura travaillé toute sa vie avec les conversos et fait de cette colonie tout à fait inhospitalière un port de commerce florissant et essentiel sur la route entre le Nouveau Monde et l'Europe. Ça, c'est important. Le fils de Charles Quint, qui a accédé au trône, papa il s'est désisté, et c'est Philippe qui accède au trône, lui aussi il ferme les yeux sur les conversos au Nouveau Monde. On ne va pas trop les chatouiller, on en a besoin, parce qu'ils vont développer ce Nouveau Monde. Et il laisse faire, et il comprend que c'est son intérêt, évidemment. Bon, cette tolérance, elle va durer qu'un temps, vous imaginez bien, elle ne peut pas durer tout le temps. 1580, il se passe quelque chose de très important. L'Espagne et le Portugal unissent leur destinée. Ce n'est plus qu'un seul pays. C'est la péninsule ibérique, ça n'est plus qu'un seul pays. Alors là, la donne, elle change complètement, puisque cette union va marquer le début de l'introduction de l'Inquisition au Nouveau Monde. D'accord? Et beaucoup de conversos vont être obligés de fuir de nouveau vers la Hollande,
vers la Nouvelle-Amsterdam. Nouvelle-Amsterdam, c'est New York, nous l'avons vu, où d'ailleurs ils vont jeter les bases d'une future très grande communauté. Ça, c'est pour l'histoire de Charles Quint, de Sinan, de Barberousse, voilà. Mais dans tout ça, je ne vous ai pas encore beaucoup parlé de pirates, sinon de Sinan. Mais Sinan, c'est en Méditerranée, ce n'est pas en Jamaïque. Parce qu'en fait, l'histoire vraie des pirates juifs commence justement quand l'Inquisition va prendre pied au Nouveau Monde. Là, ça va complètement changer la donne. Mais on a déjà un bonhomme très particulier qui va rentrer sur la scène internationale, et ça, c'est un personnage assez fabuleux. Il s'agit de Samuel Palache, et non pas Palace comme était marqué dans l'annonce de la Midrashet. Samuel Palache, c'est franchement un nom à retenir, P-A-L-A-C-H-E, rabbin, pirate, diplomate, homme d'affaires, un aventurier tout à fait hors norme. Alors, voilà, Sinan coule des jours heureux chez ses vieux jours, il est en train de mourir, pendant que Palache accède à l'âge adulte. Et ce Palache, il est né dans le Méla de Fès. Et il connaissait les exploits de Sinan, il en avait entendu parler. Bon, alors, il y a une belle histoire, Sinan, d'accord, mais l'avenir de Samuel Palache, il est tout tracé. Son père, comme son grand-père, sont rabbins, et son avenir à lui, c'est d'être rabbin. D'ailleurs, l'aïeul de cette famille, un des aïeux de cette famille, au Xe siècle déjà, qui s'appelait Moshe ben Hanor, vous voyez, c'est un personnage connu, c'était un éminent talmudiste de Babylonie, de Babel. Il a été capturé par des pirates chrétiens, à l'époque, Xe siècle, et vendu à Cordoue comme esclave. Il a été racheté par la communauté de Cordoue, Xe siècle toujours, et il devient rabbin à Cordoue. Il épouse une fille Palache, d'où le nom, et notamment, il a contribué à faire de l'Espagne un centre d'études du Talmud extrêmement rayonnant, toute l'histoire de l'Espagne. Donc voilà, ça c'est l'ancêtre, l'aïeul de Samuel Palache, un éminent talmudiste de Babel, qu'on retrouve en Espagne au Xe siècle. Ensuite, toute l'histoire de la famille. Et notre Samuel, il naît donc à Fès. Voilà. Alors, ce Moshe ben Hanor a des descendants rabbins en Turquie, en Italie et en Grèce, évidemment en Espagne. Samuel, dès l'âge de 4 ans, étudie dans l'école religieuse de Fès, dans Yeshiva Ktana, avec son frère cadet. Il a un frère plus jeune qui s'appelle Joseph, qui va le suivre dans toute son histoire. Et ces deux garçons, écoutez bien, à l'âge de 5-6 ans, parlaient l'espagnol à la maison, mais se débrouillaient très bien en portugais, en arabe, en hébreu et en araméen. 5 langues, à l'âge de 6-7 ans. Ah, plus ou moins bien, mais 5 langues, c'est pas mal quand même. Voilà. Le judaïsme baigne la maison, évidemment, c'est une maison rabbinique. En plus, se rajoute là-dessus les visites d'un oncle. Un oncle qui est rabbin également, mais qui est un rabbin itinérant dans tout le bassin méditerranéen. Il va d'étape en étape, donc il connaît le monde, ce rabbin. Et il raconte ça à son neveu. Et puis, il donne envie à Samuel de voir le monde, que tonton rabbin il visite à longueur de vie. Et il va essayer de sortir de ce Méla, qui est quand même étouffant, difficile, la vie au Méla. On est là au XVIe siècle, hein, je vous rappelle. Alors, le parcours de Samuel et de son frère Joseph sera marqué par 2 éléments, la piraterie et le judaïsme. Mais une piraterie qui sera au service du judaïsme et au service de ses frères juifs. C'est là que ça devient beaucoup plus intéressant. C'est une piraterie de vengeance. Gagne-pain aussi, hein, c'est un monsieur qui ne crachait pas sur les sous. Mais accessoirement, c'est un résultat concomitant. Ça n'est pas la finalité de départ. Ça n'est pas le but au départ. La flibuste, elle sert à vivre, évidemment,
mais elle n'est dirigée que et exclusivement contre les ennemis du peuple juif. Nous rejoignons là ce que j'avais dit tout au début sur ces fameux flibustiers ou corsets ou pirates qui s'en prennent uniquement aux galions espagnols. Alors, Samuel Palache va aussi développer du commerce, de la diplomatie, toutes sortes d'activités qui donneront à Amsterdam une renommée mondiale et qui la font nommer Nouvelle-Jérusalem et deviendra Amsterdam un des centres de la culture juive en diaspora avec toutes les dérives postérieures que vous connaissez, notamment Spinoza. Mais ça, c'est un autre chapitre, ce n'est pas pour maintenant. Alors, le sultan du Maroc, qui est en paix avec l'Espagne, mais rechigne pas quand même à cette piraterie, parce que ça rapporte des sous, n'est-ce pas? Et c'est très intéressant d'avoir un pirate, pas moi, hein, c'est un pirate, c'est pas moi, qui écume les mers et qui lui rapporte de l'argent puisqu'il touche une part du butin. À l'époque, Samuel et son frère Joseph vivent à Tétouan. Tétouan, qui est un repère de pirates en Méditerranée. Nous sommes toujours au XVIe, je vous le rappelle. Alors, la nuit, comme dans tous les mélas, les portes sont fermées. Ouais, mais Samuel, lui, il circule à sa guise dans la ville. Et d'ailleurs, il a un culot monstre, cet homme, vous allez voir. Il écume les mers. Il rapporte du butin dans les ports, comme Tétouan. Et il maquille cette marchandise. Et la nuit, pardon, et la nuit, il va dans des escales espagnoles pour vendre le produit, le butin qu'il a volé dans la journée ou la veille à des commerçants espagnols. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Il maquille la marchandise et la revend à ceux à qui il l'a volée. Voilà. Et puis, en 1602, le sultan entend parler des magouilles de Samuel Palache qui va revendre, enfin, le culot monstre de cet homme. Il est informé de leur conduite vraiment culottée, c'est le moins qu'on puisse dire, et il se dit que ces deux-là pourraient bien avoir l'étoffe de diplomate, l'étoffe pour traiter avec l'ennemi irréductible du Maroc, l'ennemi traditionnel, c'est-à-dire l'Espagne. Ils sont tellement malins, on va pouvoir faire quelque chose avec eux. Alors, il les envoie une première fois à Lisbonne, troquer une cargaison de cire d'abeille. Alors, la cire d'abeille, ça sert à fabriquer des cierges et des bougies pour les églises, donc très intéressant, contre des bijoux qu'il va ramener d'Espagne. Et puis, mais il y a un problème. Ils ne peuvent pas retourner comme ça facilement. Il leur faut un laisser-passer. Les Juifs sont interdits dans la péninsule ibérique. Les conversos, c'est une chose, ils sont cachés. Mais lui, c'est un Juif affirmé, affiché. Donc, les Juifs sont interdits de circulation. Alors, il faut obtenir un laissez-passer pour pouvoir circuler en Espagne. Le duc de Médina Sidonia, qui est le gouverneur de Melilla, Melilla étant une ville du Maroc, mais Melilla est sous juridiction espagnole. Vous savez que le Maroc, le nord du Maroc, il y avait une partie qui était sous autorité espagnole. Pour ça, d'ailleurs, qu'ils étaient fâchés les uns avec les autres. On prend du terrain, on rend du terrain, etc. Il y a des guerres permanentes. Alors, ce duc de Médina, il se charge d'obtenir un laissez-passer pour Samuel et son frère. Il leur fait pleine confiance, c'est vraiment des gens magnifiques. Ils vont favoriser le commerce, le business et la paix surtout. Voilà. Alors, ils disent aussi au duc de Médina, pendant la discussion, ce sont des fiefs et menteurs. Hein, ils n'hésitent pas à raconter des bobards. Ils laissent entendre au duc de Médina qu'on pouvait offrir beaucoup plus que simplement de la cire pour faire des bougies et puis des cierges. Il y a beaucoup plus à faire que ça et on peut faire vraiment du gros business. Alors, le duc, il écrit au roi Philippe II que les deux frères ont une très, très grande connaissance des affaires marocaines et il lui conseille de leur accorder audience pour les écouter. Alors, il hésite, Philippe II, et puis finalement, d'accord, ils arrivent à Madrid au mois de janvier 1603
Et le roi refuse de les recevoir. Ah, un couac. Il refuse de les recevoir et il écrit au duc, il refuse de les recevoir car ces juifs pourraient faire de la propagande du prosélytisme auprès des conversos, des juifs cachés d'Espagne ou du Portugal. Et là-dessus, le duc assure le roi qu'il a toute confiance en Samuel Palache et son frère Joseph, et ce n'est pas du tout dans leurs intentions. S'il avait su, le duc, il n'aurait peut-être pas répondu ça au roi. Mais il ne savait pas tout, heureusement. Alors, 1605, ils reviennent en Espagne, et à l'époque déjà, les deux frères vivent en Hollande. Entre Anvers, Amsterdam, Middelburg. Middelburg, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On va en parler tout à l'heure. Et ils essayent d'obtenir du roi un permis de résidence dans son royaume. C'est des Juifs. Il ne peut pas leur accorder un permis de résidence. Ah oui, mais ils donnent du grain à moudre au roi. En échange, ils lui révéleront le plan secret pour stopper l'avance des Ottomans sur les côtes d'Afrique du Nord. Parce que s'il ne fait pas attention aux Ottomans, ce n'est pas le Maroc, hein, c'est les Ottomans. S'il ne fait pas attention, dans très peu de temps, il va voir les Ottomans débarquer à Gibraltar. Ah, c'est quand même une grosse histoire. Alors, le plan pour empêcher les Ottomans, c'est s'emparer du port stratégique de Larache, qui est pas très très loin de Tanger, sur la côte méditerranéenne, donc au nord du Maroc. Le duc se méfie, mais il n'a pas très confiance dans les deux frères, et à la demande du roi qui lui demande conseil, il répond, et je vous le cite, « Leurs affaires sont éminemment louches ». Bon, alors il conseille à Philippe II, il faudrait trouver quelque chose pour nous débarrasser du juif Samuel et pour qu'il ne se berce pas d'illusions. C'est clair. Le duc s'est retourné contre les frères. Alors, Palache, il a une idée. Il est fermement décidé à s'établir en Espagne, il est têtu, il est persuasif, et en 2 ans, il obtient il baratine. Et en 2 ans, il obtient le soutien d'un grand nombre de nobles qui sont très influents, et du coup, il obtient une audience chez le roi en mars 1607. Donc 2 ans après. Voilà. Et il dit au roi qu'il veut travailler comme espion au bénéfice de la couronne, et tenez-vous bien, et que sa famille veut se convertir au christianisme pour mieux servir le roi. Alors, quand même une avancée. Hein. Alors le roi, il est un peu méfiant, mais malgré tout, finalement, il va accéder et il lui remet une cédula, c'est-à-dire une autorisation royale pour Samuel Palache, son frère et leur famille, de s'installer en Espagne. Et il lui permet évidemment d'aller chercher sa famille au Maroc et de la ramener. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est rabbin, et il y a une formation de juif religieux, et il l'est. Sur ces bateaux, on mange cachère. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on ignore qu'est-ce qui s'est passé, mais tout à coup, l'Inquisition s'est mise à traquer les deux frères. Et là, ils prennent peur, effectivement. Alors, est-ce que c'est dû au mépris, finalement, qu'ils affichent quand même pour le roi d'Espagne, qui les aurait trahis auprès de l'Inquisition, parce que de fait, ils n'ont jamais eu l'intention de se convertir, évidemment, au christianisme. Alors, c'est une claque pour le roi. Est-ce que c'est lui qui leur a mis l'Inquisition en face? En tout cas, c'est pas très bon, ça sent le roussi. Alors, en apprenant que l'Inquisition est à leur recherche, les deux frères se réfugient chez l'ambassadeur de France à Madrid. Chez l'ambassadeur de France à Madrid. En fait, déjà à l'époque, il y a un habeas corpus dans les ambassades. Et il est là, on ne peut pas le chercher. Alors, cet ambassadeur s'appelle Comte de Barreau.
Et ce comte de Barreau, il lui avait déjà proposé quelque temps avant, moyennant finance quand même, d'espionner l'Espagne pour le compte du roi de France, Henri IV. Henri IV, le vert galant. Et je vous dis, c'est un micmac, c'est incroyable. Il avait proposé ça, et à l'été, l'automne 1607, ils sont toujours dans l'ambassade de France à Madrid, et ils assistent, parce qu'ils sont vraiment en première loge, à des dizaines et des dizaines de conversos qu'on traîne à moitié nus dans les rues de Madrid avant procès, évidemment, et avant de les brûler vifs sur la place. Évidemment, ça les marque, c'est clair. Alors, l'occasion se présente, un beau moment de s'enfuir vers la Hollande. Ils vont en profiter, évidemment, mais ils adressent une lettre au roi d'Espagne pour l'assurer de leur absolue fidélité. Pourquoi? On ne sait pas trop, sauf que peut-être c'est ménager l'avenir. Ménager l'avenir. Alors, 1607, printemps 1608. Samuel est à Amsterdam et négocie avec le prince Maurice de Nassau. Le prince Maurice de Nassau est le fils de Guillaume d'Orange. C'est un nom beaucoup plus connu, très très grand roi de Hollande. Et il négocie avec lui pour mettre au point une stratégie contre l'Espagne. D'accord. Alors, il se met d'accord avec le prince qu'il faut une alliance entre la Hollande et le Maroc pour pouvoir contrer l'Espagne. Une entente d'ailleurs logique, puisque pour le roi d'Espagne, les musulmans marocains, tout comme les Hollandais calvinistes, sont des hérétiques, il ne faut pas l'oublier. Ce sont peut-être des chrétiens, mais ce sont des hérétiques. Et on les brûle au même titre que les musulmans ou que les juifs, si on leur tombe dessus. Alors, le sultan, au même titre que le prince Maurice, et avant lui d'ailleurs, son père, donc Guillaume d'Orange, ont passé leur vie à combattre Philippe II d'Espagne. Ils n'ont fait que ça. Et d'accord avec le prince Maurice de Hollande, Samuel se rend au Maroc pour en discuter avec le sultan Sidan. Pas Sinan. Sinan, c'est un pirate juif. Sidan, le sultan du Maroc. Et il va discuter avec lui, et Sidan est tout à fait d'accord avec le projet de Samuel Palache pour contrer l'Espagne. Alors, on peut être un peu surpris quand même de la confiance qu'accorde le prince Maurice à Samuel Palache. Comme ça, un type qui vient, rabbin en plus, c'est quand même un juif par rapport à un chrétien, même s'il est protestant, même si Amsterdam est tolérante, quand même. Alors, c'est bizarre, c'est curieux. Alors, voyons voir pourquoi. En 1579, on recule un tout petit peu, toutes les monarchies d'Europe sont fermées aux Juifs. C'est clair, on a été foutus dehors partout. En France, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, et une grande partie de l'Italie qui dépend de l'Espagne, voilà. Et puis, Guillaume d'Orange, le papa du prince Maurice, proclame l'indépendance de la Hollande par rapport à l'Espagne. Et il déclare en faire un espace de tolérance religieuse pour tous les peuples du monde. On est au début fin du XVIe siècle, c'est extraordinaire. C'est une projection dans l'avenir sur la tolérance, c'est extrêmement rare et ça vaut vraiment le coup de le noter et de le relever. Alors, il y a ce qu'on appelle les 6 provinces qui signent l'Union d'Utrecht, une espèce de constitution, si vous voulez, pour le financement de l'effort de guerre, et ils érigent en principe cardinal la liberté de conscience comme principe fondateur des Provinces unies. Liberté de conscience. En 1580, je vous l'ai déjà signalé tout à l'heure, l'Espagne et le Portugal signent une entente, c'est plus qu'un seul pays. Du coup, ils deviendront le berceau d'une inquisition qui va se développer et qui est une inquisition réunie de l'Espagne et du Portugal. Du coup, il y aura un regain d'activité des tribunaux de l'Inquisition
dans les 3 plus grandes villes portugaises qui vont déboucher sur des dizaines de condamnations et des milliers de conversos au fil du temps seront condamnés à être brûlés vifs. Donc, Espagne, Portugal, il n'y a plus aucun avenir pour des conversos. On revient à notre Samuel Palache. La confiance de Maurice, c'est l'engagement qu'ils vont apporter. Et on va voir ça. 1591, Palache met quand même à l'épreuve cette formidable déclaration de tolérance religieuse et de liberté de culte. Il envoie une lettre aux notables d'Amsterdam, pas les juifs, les notables chrétiens. Accueillez les nouvelles communautés séfarades et en contrepartie de quoi nous vous faisons la promesse de faire de Middelburg, je vous ai cité Middelburg tout à l'heure, la capitale des Provinces-Unies, une riche métropole par l'investissement de leur fortune. Donc, laissez se constituer des communautés séfarades et ils apporteront leur argent pour développer la capitale. D'où vient leur argent? On va voir ça tout de suite. Alors, les notables sont tout à fait d'accord. Oui, c'est notre constitution. Oui, mais il y a une opposition farouche, catégorique, du clergé calviniste. Pas catholique, calviniste. Ils ne nous aiment pas beaucoup non plus, il ne faut pas se tromper. Alors, ça ne marche pas. 7 ans plus tard, ça c'est à Middelburg. 7 ans plus tard, même situation à Amsterdam. Les magistrats sont favorables, le bourgmestre a tout pouvoir après Dieu et le roi. Et Dieu, c'est les calvinistes, c'est les prêtres calvinistes. Alors, les Juifs sont autorisés à s'installer, à s'établir, mais les notables reculent devant une opposition catégorique, encore une fois, du clergé calviniste. La condition de la présence des Juifs à Amsterdam est qu'ils soient des chrétiens sincères. C'est assez amusant. Les Juifs peuvent être là à condition d'être des chrétiens sincères, puisqu'ils sont conversos, n'est-ce pas? Alors, on voit que proclamer la tolérance, c'est une chose, l'appliquer, c'est une autre paire de manches, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a juste une chose quand même qui change pour les Juifs à Amsterdam, pour les conversos, c'est qu'on n'a plus à craindre l'Inquisition, qui n'a absolument pas droit de citer dans un pays qui est calviniste. Ça, c'est clair. Donc, pas d'inquisition. Mais toute marque de judaïsme extérieur est illégale, interdite. Et donc, on fera pratiquer le judaïsme en secret. On sait faire ça depuis très longtemps et nous allons voir que dans pas très longtemps, les choses vont changer. Et on a une confirmation de ce que je vous dis là, parce que les dossiers de la police d'Amsterdam ont gardé la trace de la première célébration officielle de Yom Kippour à Amsterdam. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, nos frères Palache sont de retour à Amsterdam. Après l'échec de Middelburg, ça ne marche pas à Amsterdam non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? À l'approche de Kippour, Samuel invite la communauté juive à célébrer Kippour dans sa demeure privée. Ça ne pose pas de problème. C'est privé, ce n'est pas à la vue de tout le monde l'accepte. Et donc, tout le monde se réunit dans sa maison. Palache a une grande maison, il a beaucoup de moyens, il a beaucoup d'argent, il a fait beaucoup d'argent avec sa piraterie, puis il n'a pas fini. Et donc, il invite tout le monde chez lui. Alors voilà, cette année-là, Kippour tombe un dimanche. Et il va se passer un épisode assez épique. Il y a des voisins protestants qui entendent plein de gens dans la maison du rabbin Palache parler en espagnol. Mais ils ne comprennent pas l'espagnol, ils parlent le hollandais, le flamand. Ils ne comprennent pas. Alors, ils préviennent la police qui débarque. Et quand l'Assemblée voit la police débarquer, elle est paniquée. Elle est sûre que ça y est, c'est l'Inquisition qui revient. Elle essaye de s'enfuir. Ouais, mais s'ils fuient, ça les désigne comme coupables aux yeux de la police. Alors, 16 hommes et quelques femmes sont arrêtés
Et Samuel Palache, il essaye toutes les langues qu'il connaît, l'araméen, l'hébreu, l'arabe, l'espagnol, le portugais, on ne le comprend pas. On ne comprend pas. Et il y a une méprise. Alors, quelle est la méprise? C'est qu'on pense que ces gens qui parlent en espagnol, mais on ne sait pas que c'est de l'espagnol, en fait, ce sont des papistes, des adeptes de l'Église de Rome, qui est interdite en Hollande, huguenote, calviniste. Donc, c'est aussi la guerre là. Alors, bon, puis il y a quelqu'un qui s'appelle Jacob Triado, et on va en reparler encore. C'est un responsable communautaire, mais lui, conversos, il parle un peu le latin. Pas beaucoup, un petit peu. Et alors, il explique à la police, il convainc la police, mais non, vous vous trompez, on n'est pas des papistes, bien au contraire, nous sommes des compagnons d'épreuve des protestants, des juifs qui ont fui les persécutions, comme vous fuyez aussi les persécutions. Ah, ben là, tout c'est clair, ça change, tout rentre dans l'ordre, les autorités laissent ces 16 prisonniers rentrer à la maison, et les autorités autorisent les juifs à pratiquer leur religion tant qu'ils ne l'affichent pas. En secret, en douce, chez eux, aucun problème, on les laisse tranquilles. La première communauté d'Amsterdam est constituée de 50 familles marchandes. Marchandes, ça veut dire c'est l'élite du judaïsme espagnol ou portugais. Des gens qui se sont convertis pour ne pas quitter l'Espagne parce qu'ils avaient de très, très grosses situations, mais qui ont toujours judaïsé en secret. Et alors, ces gens, ils vont faire quelque chose de très intéressant. Eux sont restés en Espagne parce qu'ils avaient de grosses situations. Leurs enfants grandissent et ils vont confier tout leur argent à leurs enfants en les faisant partir vers la Hollande, quitte à eux, ensuite, de faire fructifier ce capital et de verser les bénéfices, en tout cas d'entretenir leurs parents, restés en Espagne. Les parents restent en Espagne, les enfants arrivent en Hollande. C'est pour ça que Palache pouvait dire à Middelbourg, laissez venir une communauté séfarade parce qu'ils amèneront de l'argent pour investir dans la ville. Voilà d'où vient cet argent des parents restés en Espagne. Ces parents restés en Espagne, d'où est-ce qu'ils ont de l'argent? Du commerce avec le Nouveau Monde. Et nous rejoignons nos Caraïbes maintenant. Bien. Alors, comme ça qu'on voit, les richesses du Nouveau Monde transiter par Lisbonne ou Séville pour arriver à Amsterdam et s'investir à Amsterdam. C'est incroyable, on est au XVIe siècle. Vous vous rendez compte le trafic, le chemin parcouru, d'une part par des marchandises, ensuite par de l'argent, pour arriver finalement dans une ville de Hollande. Alors la Hollande et le Maroc, ils vont travailler ensemble grâce à l'intervention de M. Samuel Palache. Ouais, ben, je n'arriverai pas à terminer mon histoire ce soir, mais ça ne fait rien, on continuera la prochaine fois. Alors, je vous rappelle, 1609, il y a un accord entre Samuel Palache et le prince Maurice pour entreprendre des actions diplomatiques avec le Maroc. Maintenant, il y a un jeu diplomatique entre la Hollande et le Maroc via Samuel Palache, permanent, lequel Samuel a reçu mission, une lettre du sultan Sidan avec tous les pouvoirs pour établir un traité. Donc là, il est au Maroc, il a discuté. Il repart du Maroc, non, là, il était en Hollande, il part vers le Maroc avec l'accord du prince Maurice, puisque Sidan est d'accord, avec 3 bateaux chargés d'armes pour le sultan du Maroc. Voilà. Et puis, il y a un espion espagnol qui prévient Philippe II d'Espagne de cette livraison d'armes. Sidan, lui, il a des rêves de grandeur en Méditerranée et il rêve de développer son sultanat ou son royaume, si vous voulez. Et il essaye donc de s'emparer de bateaux espagnols
Mais finalement, les galions espagnols prévenus par leur espion coulent les bateaux de Zidane. Bon, Samuel Palache et l'ambassadeur de Hollande s'en tirent, mais manque de chance, les Espagnols trouvent dans les décombres des bateaux des documents qui précisent que cette expédition visait clairement la marine espagnole. Or, la Hollande et l'Espagne ont signé un traité de paix en 1609, un traité de paix pour 20 ans. Et donc, quand il voit ça, le prince Philippe d'Espagne n'a pas tort. Il écrit une lettre furieuse à Maurice, au prince Maurice, pour lui faire part de sa colère. Pas dire qu'il est tort, c'est vraiment une rupture d'un accord de paix. Alors là, le prince Maurice lui répond, mais écoutez, c'est pas moi. J'avais loué ces bateaux au Maroc sans en connaître absolument l'usage. Alors Philippe, il n'est pas dupe, Philippe d'Espagne, et il dit son opposition absolue à la création d'une flotte marocaine par la Hollande. Bon, le torchon brûle. Janvier 1611, il y a un traité entre la Hollande calviniste et le Maroc musulman, paraphé par Samuel Juif, et un traité qui d'entente et de coopération entre les deux pays. Alors, Samuel Palache, il est payé en argent par les États généraux hollandais, le paye pour ce service, et puis Zidane, lui, le paye en lui donnant le monopole du commerce, c'est important, hein, le monopole du commerce entre le Maroc et la Hollande. C'est très important. Tout ce qui sort du Maroc vers la Hollande et vice-versa est commissionné pour Samuel Palache en remerciement pour service rendu. Alors, il rentre au printemps avec des diamants et vers la Hollande et il troque ce chargement contre des armes, plus une proposition de Zidane. Zidane demande qu'on confie à Samuel 8 bateaux et 2000 arquebusiers, c'est une belle armada hein, déjà, pour rejoindre les morts expulsés d'Espagne. Et cette flotte sera commandée par Samuel pour entreprendre des raids près de la côte de Malaga, donc la côte espagnole. Alors, il a évidemment entendu que le prince Maurice recevrait une part du butin, et le prince Maurice, il est embêté, il n'a pas envie de heurter Philippe d'Espagne. Il y a quand même cet accord de paix qui a été signé, qui a déjà été une fois bafoué. Alors, puis il ne veut pas non plus entrer dans la vendetta entre Samuel Palache et le roi d'Espagne, et finalement, il refuse de former cette flotte. Alors, Samuel Palache va monter sa flotte lui-même. Il va la financer sur ses propres fonds, sous son commandement, et sous le commandement également de son frère Joseph. Et ainsi, à l'été 1611, 2 ans plus tard, une flottille hollandaise battant pavillon marocain et commandée par un juif cingle sur les routes en Méditerranée. On ne peut pas faire mieux comme mélange. Hein. Alors, Palache, c'est un personnage, franchement, c'est un personnage multidimensionnel et vraiment tout à fait étonnant. Il obtient donc cette alliance entre la Hollande et le Maroc, et cette alliance va permettre à la communauté marane Beth Yaakov, communauté converso installée à Amsterdam, cachée donc, et dirigée par Yaakov Triado, vous savez, celui qui parlait latin et qui a expliqué aux policiers qu'ils ne sont pas papistes. Ça va leur permettre de se déclarer au grand jour. Donc nous sommes là en 1612. C'est la première fois, contre tout ce qui avait été érigé jusqu'à présent, que les Juifs, dans un État chrétien, mais il faut dire un État protestant, peuvent s'afficher au grand jour comme Juifs, exprimer publiquement, pas exprimer, mais montrer que leur conversion, c'était du pipeau, c'était des conversos, mais qu'en réalité, ce sont des Juifs, à ciel ouvert,
en remerciement, si vous voulez, des services rendus par Samuel Palache au prince Maurice de Hollande. Et en 1612, la première choule d'Amsterdam, Neve Shalom, est inaugurée. Je ne sais pas si c'est la fameuse choule qu'on va visiter à Amsterdam, je ne veux pas dire de bêtises. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé son nom. Alors, c'est peut-être elle, c'est peut-être pas elle. Mais c'est fort possible que ce soit cette grande synagogue, encore illuminée aujourd'hui par des bougies. Cette synagogue est donc inaugurée en 1612. Samuel Palache est nommé le rabbi et en est le président. Les chrétiens protestants évidemment, l'appellent Don Samuel et sa femme Malika est appelée Malka, la reine. Alors c'est quand même un parcours assez fabuleux de ce Samuel Palache. Et il va s'employer à aider les nouveaux arrivants conversos qui vont débarquer à Amsterdam, parce que quand on entend la bonne nouvelle, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de rappliquer pour s'y installer. Et à côté de ça, il poursuit ses allers-retours entre la Hollande et le Maroc. Sachez quand même que le voyage de la Hollande au Maroc et retour, un chemin prend 50 jours. 50 jours de mer à l'aller, 50 jours de mer au retour. C'est donc des voyages permanents. Et les bateaux à l'époque, ils ne sont pas très costauds. On a toujours des risques de tempête. Vous l'avez vu, on l'a vu à propos d'Alger. Donc, c'est un homme qui a pris beaucoup de risques dans sa vie. Alors, il vend des pistolets à poudre et différentes armes aux corsaires marocains. Et il ramène du sucre, des épices, des diamants, des étoffes, toutes sortes de choses. Et tout un pourcentage du butin qui est pris au galion espagnol et qui est remis au prince Maurice de Hollande. Alors, à 70 ans, en 1613, il dit, ça y est, maintenant ça suffit, j'ai assez navigué, je ne veux plus diriger des pirates contre les bateaux espagnols, je suis vieux maintenant. Et alors le prince Maurice, il insiste, et il lui donne 5000 florins, une très grosse somme, pour préparer un voyage en Barbarie, c'est l'Afrique du Nord, et capturer le plus possible de bateaux et de marins espagnols pour porter tort, évidemment, au roi d'Espagne. Voilà. Je m'arrête là parce que il va entreprendre cette expédition et il va se retrouver prisonnier à la Tour de Londres. Ça, ce n'était pas prévu au programme. C'est encore tout un autre épisode de la vie de Samuel Palache. Donc, on n'a pas fini les aventures de notre ami corsaire. Voilà. Si vous avez des questions, à votre disposition. Merci. Merci. C'est Nicole. תודה רבה. Il faut ouvrir vos micros. Hein. C'est un récit qui nous tient en haleine. Passionnant, hein? On nous entend? Oui, tout va bien. Okay. Question? Non. רק התפעלות. Incroyable. Oui. Mais ce n'est pas fini. Hein. Il ne va pas mourir à la Tour de Londres, hein, je vous rassure. Hein, il va mourir dans son lit. Hein, tranquillement. Il y a du suspense. On reste sur notre soif. Ouais, oui, parce que je l'espérais terminer ce soir, mais j'y arrive pas parce que c'est vraiment encore assez long le prochain épisode. Il y a Jean-Claude qui me signale, oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai ce qu'il écrit. Les Juifs de Bordeaux ont introduit le chocolat en France, c'est tout à fait exact. Et Montaigne, mais ça tout le monde le sait, Montaigne est de descendance converso, marane d'Espagne, ça tout le monde est au courant, le sait. Sa grand-mère était juive. Voilà, mais nous serons amenés à parler de Montaigne aussi, mais pas du tout dans ce cadre-là. Incroyable. Voilà. Mais Palache est vraiment un personnage fascinant. Oh, c'est une histoire incroyable. Et on lui doit quand même, c'est quand même énorme, on lui doit l'installation à ciel ouvert
officiel d'une communauté juive à Amsterdam. C'est énorme. C'est énorme dans une Europe totalement fermée aux Juifs. Totalement. Ça donne à réfléchir par rapport à l'attribution de la citoyenneté française en 1789. On se rend compte à quel point la Hollande et l'Angleterre ont précédé la France, qui se présente un peu comme la patrie des etc. Mais qu'en fait, c'est la Hollande qui a pris l'initiative et les Anglais, quand Samuel Palache sera emprisonné, refuseront la pression espagnole. Tout à fait. On assiste au début de la démocratie en Europe. On assiste aux prémices de l'évolution en Europe grâce précisément à cette bande incroyable de conversos portugais et qui a complètement bouleversé le paysage politique européen. Oui, c'est tout à fait exact. Je voudrais quand même signaler qu'en Angleterre, les Juifs n'ont eu le droit de venir qu'avec Menaché Ben Israël. Ça se passe quand même une soixantaine d'années plus tard. Et ça ne leur donnait pas pour autant tous les droits. Alors que l'émancipation des Juifs de France leur accordait tous les droits avec quand même des conditions de renoncement juif. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais c'est vrai, c'est une formidable ouverture. Bravo. Et la Hollande, ça a été magnifique, magnifique ce qu'ils ont fait à l'époque. C'est révolutionnaire, révolutionnaire. Ils ne vont pas avoir tous les droits quand même, Hollande. Ce qu'on leur permet, c'est de professer officiellement à ciel ouvert leur foi. Ça ne leur donne pas encore tous les droits politiques, juridiques et autres. Mais c'est un grand, grand pas et on le doit à un type qui est un Fantastique. type fantastique. Fantastique. Mais c'est quand même un pirate. Et peut-être que c'est qu'ils ont aussi contribué à la création de la VOC, de la Compagnie des Indes. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Sa première compagnie capitaliste, en quelque sorte, au monde, avec la création de navires extraordinaires, puisque les Hollandais vont construire des navires de très gros tonnage pour l'époque, qu'on va appeler des flûtes, qui sont des flûtes, et qui transportent une cargaison égale ou supérieure à celle des plus grands vaisseaux occidentaux, mais avec un équipage inférieur en nombre. Réduit, tout à fait. Il commence à rentabiliser le commerce maritime. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a créé des autoroutes maritimes. Oui, on est fantastique. Vraiment ça. Cela dit, je vous rappelle quand même qu'un des gouverneurs hollandais dans la nouvelle Amsterdam, New York, appelé Peter Stuyvesant, a été un très, très grand anti-juif. C'était un antisémite notoire. Absolument. Il était très brutal avec les gens qui venaient de la municipalité brésilienne de Recife. Recife. Voilà. J'ai vu la première synagogue en Amérique, à Recife, et je l'ai vue. Et j'ai découvert l'histoire de cette communauté qui est très attachante. Ils ont été obligés de quitter Recife. De fuir. C'est extraordinaire. Hein? Ils sont obligés de partir. Une partie d'entre eux vont arriver d'ailleurs en Jamaïque. Et c'est comme ça que c'est une histoire fantastique parce qu'on est en Algérie, enfin en Méditerranée, on se retrouve en Jamaïque et je vous ai parlé des pirates juifs des Caraïbes. Oui, mais tout se mêle là-dedans, tout se mêle. Parce qu'on a un empire qui est mondial, qui couvre une bonne partie de la planète et donc tout s'entrechoque. Mais bon, voilà, c'est notre histoire. On a un passé maritime extraordinaire. Depuis Salomon, on a Malaga, c'est Malca, c'est la ville, c'est Malca. C'est Malca, absolument. Voilà, et c'est fabuleux. Voilà. Et bien, bravo, hein, merci encore. À vous pour commenter. Merci beaucoup. C'est pas... On se retrouve dans 15 jours. Avec plaisir. Et on terminera l'histoire de Samuel Palache. Merci beaucoup. J'espérais y arriver, mais j'y arrive pas. Pas trop de choses. Bonne semaine. À bientôt. Bonne semaine. Aksorot Tovot. Coucou Réhouven. Merci à vous. Shavua Tov. Shavua Tov. Bonsoir Nicole. Bonne soirée. Genre maintenant, en fait. Retour. Retour.